Bonjour tout le monde, dans cette capsule, on va parler des dérivés des fonctions trigo. Donc jusqu'à maintenant, ce qu'on a fait, c'était les rappels. Maintenant, on va regarder vraiment c'est quoi la nouvelle matière, c'est quoi les dérivés qu'on va faire. Et la semaine prochaine, on va parler un peu plus d'application de tout ce qu'on a fait dans l'étape 3. Donc allons-y avec la dérivée de fonction trigo. Ici, je vous ai mis la fonction sinus en haut à gauche et je vous ai mis la fonction cosinus de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de regarder c'est quoi leur dérivée en bas. Commençons avec sinus ici. Donc, avec sinus, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas encore là faire la preuve, mais je vais juste vous montrer que juste en regardant la pente, on peut avoir une idée de quel genre de fonction qu'on devrait obtenir ici. Parce qu'on se rappelle, dérivée, c'est la pente de la tangente. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre certains points. Donc, par exemple, ici, au point 0, 0, si je fais la tangente de sinus, je peux voir que ça a une pente qui est positive. Et si vous vous rappelez de la concavité et tout, là, c'est sur un point d'inflexion, ici, un changement de concavité. C'est l'endroit où la dérivée va être la plus grande possible. Bon, c'est quoi la valeur de cette dérivée-là? On pourrait le calculer avec une limite, par exemple, pour aller voir c'est quoi. Et ça nous donnerait 1. La valeur en tant que telle, c'est pas évident à juste savoir graphiquement, mais ici, on peut voir que ça va essentiellement être un maximum de la fonction dérivée, parce qu'on est sur un point d'inflexion. Si je regarde un autre point, j'ai pris ce point-là ici, et on peut voir qu'à cet endroit-là, j'ai une tangente qui diminue un petit peu, et j'ai mis le point ici. Okay? Encore là, la valeur exacte n'est pas nécessairement évident à avoir, juste qu'on regarde le comportement. Ici, par contre, on peut voir que, vu que la tangente est horizontale, la dérivée va être exactement 0. Et après ça, vous voyez que la dérivée se met encore à diminuer. Essentiellement, on est encore concave vers le bas. Qu'est-ce qui arrive? On a commencé avec un maximum et notre dérivée fait juste diminuer, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à ici, qui est encore là un point d'inflexion. Et ça, c'est l'endroit où la pente va être la plus négative, parce que la pente est négative et on est sur un point d'inflexion. Donc, on va arriver à quelque chose qui est ici. Là, vous voyez, j'ai mis les points à mesure des pentes et ça va être le minimum. Si j'en fais un autre, ici, encore là, la fonction elle redevient concave vers le haut. Donc là, elle va se remettre à monter. Donc, vous pouvez voir que j'ai dessiné un point ici qui est en train de remonter. Vous pouvez voir que si vous regardez les points ici que j'ai dessinés, ça commence à avoir l'air d'une fonction. Ça commence à avoir l'air de cette fonction-là ici. Donc, j'ai juste tracé la fonction qui passe à travers les points. J'ai fait juste certains points, on pourrait en faire plusieurs. Mais qu'est-ce que c'est comme fonction, ça? Bien, si vous regardez ce qui est juste ici, vous retrouvez exactement la même chose qui est en haut de moi. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que juste en regardant assez rapidement les pentes de quoi ça a l'air, la pente de sinus, lorsque je commence, elle commence à 1, puis après ça, elle diminue jusqu'à temps qu'elle arrive à pi, puis après ça, elle se remet à augmenter. Bien, ça, c'est exactement un cosinus. Donc, on peut dire que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Évidemment, ça, c'est pas vraiment une preuve, c'est plus juste un astuce, disons, là, pour aller plus rapidement, mais prouver sinus, la dérivée de sinus qui donne cosinus, c'est tout à fait possible. Si on fait la même chose avec cosinus, qu'est-ce qu'on pense que ça va donner? Juste en regardant, on peut avoir une idée de quoi ça va avoir l'air. Donc, même principe, ici, je ne vais pas commencer à 0, 0, je vais commencer à cet endroit-là pour avoir essentiellement le même comportement. On peut voir que ici, encore là, ma dérivée est positive et sur ce point d'inflexion, donc c'est l'endroit où elle va être le plus grand possible. Juste là, on vient de voir qu'à moins pi sur 2, ma fonction vaut 1. Okay, ceux qui pensaient peut-être que ça allait donner sinus, ben, vous voyez que ça ne marche déjà pas. On va en faire quelques-uns quand même. Donc ici, j'ai pi sur 2. Ensuite de ça, ma pente se met à diminuer jusqu'à temps que j'arrive à 1, ma pente est de 0. Et ensuite de ça, elle continue à diminuer parce que là, maintenant, ça va dans les négatifs jusqu'à temps que j'arrive à pi sur 2. Ça, c'est l'endroit où la fonction est le plus négatif. C'est un point d'inflexion, donc c'est l'endroit où la décroissance est la plus élevée, si on veut. Donc, essentiellement, c'est le minimum de la dérivée. Et après ça, je vais me remettre à monter. Donc, on peut voir qu'ici, ma fonction, encore là, ma pente revient à monter. C'est-à-dire que si on regarde cette fonction-là correspond à quoi? Bien, on a le point 0, 0 qui correspond au même point 0, 0 que dans mon sinus. Par contre, la fonction sinus monte, alors que celle-là, ici, lorsque je m'en vais dans les positifs, se met à descendre. Ce que vous allez remarquer, c'est que entre f', ici, la dérivée de cos, dans ce cas-ci, et sinus, c'est toutes les mêmes valeurs, mais à signe inverse. Donc, vous voyez, mettons, à pi sur 2, bien, ma fonction cos', à pi sur 2, elle vaut moins 1, alors que sinus vaut 1. Et toutes les fonctions sont seulement changées de signe. Donc, vraiment, si on veut, c'est une réflexion par rapport à l'axe des x. Donc, vraiment, d'un coup qu'on voit ça, la dérivée de cos, tout ce que c'est moins sin. On prend la valeur de sin, mais on fait juste changer le signe, et on peut le voir ici.
Mais donc ici, qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir que la dérivée de sin donne cos et que la dérivée de cos donne moins sin. Donc, ça peut être un peu mélangeant, un donne l'autre. Mais comme j'ai dit, la raison pourquoi je vous montre ça ici, c'est parce que pour voir pourquoi il y a un négatif là, juste en regardant les dérivées, vous allez avoir une idée. Hein? Donc, cos, effectivement, sa dérivée commence à 0 ici, là. Hein, au point x égale à 0, sa dérivée va être égale à 0. Et après ça, elle va devenir négative. Ce qui n'est pas le cas d'un sinus. Donc, juste là, juste en faisant ce petit exercice-là, vous ne mélangerez pas les deux. Donc, d'un coup, qu'on sait que la dérivée de sin, c'est cos, et la dérivée de cos, c'est moins sin, avec tous les exemples qu'on a faits, comme la semaine passée, on a juste rajouté exponentielle puis log, ben là, on fait juste rajouter des nouvelles formules. D'un coup qu'on est là, la dérivée, c'est pas trop sorcier, il faut juste mélanger ça avec les anciennes formules qu'on a vues. Donc, si je regarde en A, ici, c'est un exemple assez direct, là. Donc, si je veux faire f', qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais dériver sin. Donc, quand je vais dériver, il va devenir cos. Vous voyez que ça, ici, j'ai mis θ à l'intérieur, ça aurait pu être x, évidemment. Hein? Donc, ici, c'est la variable indépendante, c'est ça l'idée, là. Donc, la dérivée de sin me donne cos et la dérivée de 2x me donne 2. Donc, tout simplement, c'est ça ma dérivée. Évidemment, on peut le mélanger assez rapidement avec d'autres fonctions qu'on a vues. Par exemple, ici, le fait qu'il y a un produit entre les deux. On ne peut pas juste faire dérivée de sin, dérivée de cos, puis les multiplier ensemble. Faites attention de ne pas faire ça. Donc, ici, vu qu'il y a une multiplication entre le sin et le cos, il faut que je fasse dérivée du premier, fois le deuxième qui reste intact, plus le premier qui reste intact, dérivée du deuxième. D'un coup qu'on est là, j'ai une dérivée de sin tout seul, j'ai une dérivée de cos tout seul. Là, je peux utiliser les formules que j'ai vues. La dérivée de sin, c'est cos. Et la dérivée de cos, c'est moins sin. Faites attention ici, c'est pas sin de x moins sin de x. C'est sin de x fois moins sin de x. Donc, c'est un peu mélangeant. Donc, moi, j'aime pas trop voir point pour multiplication, soustraction de fil. Je trouve ça mélangeant. Je vois souvent des étudiants qui se trompent là-dedans. Quand je veux faire une multiplication de quelque chose qui est négatif, j'ai tendance à mettre une parenthèse comme j'ai fait ici pour m'assurer que c'est clair que c'est une multiplication. D'un coup qu'on est là, ben on peut mettre cos avec cos. Donc ça va donner cos carré. Et vous vous rappelez qu'il y a une manière de l'écrire qui est de mettre le carré entre le cos et sa variable à l'intérieur. Et ça veut dire cos au carré. Sin fois sin va donner sin carré avec un négatif en avant. Et ça, c'est ma réponse finale. Peut-être ça vaut la peine ici de juste parler de cette petite différence-là du carré que je viens de mentionner. Donc sin à la 2 ou à la n'importe quoi là, que je mets entre le sin et la variable indépendante, cet exposant-là, vraiment, il correspond à l'extérieur complètement. La raison pourquoi on l'écrit de même, c'est juste pour éviter de mettre des parenthèses. Ça simplifie un petit peu l'expression. Par contre, il ne faut pas le mélanger avec l'exposant s'il est mis à l'intérieur de ma parenthèse. Donc, là, j'ai mis même des parenthèses, mais même s'il y avait, imaginez que je n'avais pas mis les parenthèses ici, le carré aurait été quand même sur le x, ça aurait été la même chose. OK? Donc, il faut faire la différence. S'il est entre le sin et son argument, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. S'il est directement sur l'argument, ça veut dire qu'il est à l'intérieur. Donc, ici, dans l'exemple C, le 3 ici, il est à l'extérieur à cause de ce qu'on vient de dire. Donc, quand je vais dériver ça, là, j'ai des fonctions composées. J'ai sinus à l'intérieur d'un exposant 3. Donc, quand je vais dériver l'exposant 3 en premier. Il va venir en avant et mon exposant va devenir 2. Avec mon intérieur qui reste intact, donc sin de x reste intact pour commencer, fois la dérivée de mon intérieur. Donc ça, c'est juste la dérivée en chaîne standard, mais au lieu qu'à l'intérieur, ça soit une fonction qu'on a déjà vue, disons, dans le passé, là, c'est sinus de x. Donc j'ai dérivé mon extérieur, 3, mon 3 est venu en avant, mon exposant est descendu de 1, mon intérieur est resté intact, ici c'était sinus, fois la dérivée de mon intérieur, et là, lorsque je dérive sinus, ça me donne mon cos, qu'on vient de trouver que la dérivée de sin, c'est cos. Et ça, essentiellement, c'est ma dérivée. Si on fait un autre exemple ici, ici, vous voyez que c'est 3x cos carré de x. Cos carré de x, c'est un morceau. Il y a vraiment ici une multiplication après le 3 et après le x. Okay? D'un coup qu'on a vu ça, il faut réaliser que bon, le 3, c'est une constante. On pourrait juste le sortir en avant, puis après ça, dériver le reste. Hein? Vu que c'est une constante qui multiplie une expression, faites attention, ce n'est pas une constante tout seul. Si la constante était toute seule, elle ferait juste donner 0, mais ici, elle multiplie tout, fait que je vais juste la mettre en avant. Et là, ce qui me reste à dériver, vous voyez que c'est un produit, si je l'ai bien identifié. Là. Donc, je vais encore là faire la dérivée du produit, donc dérivée du premier qui est x fois le deuxième qui reste intact, cos carré, plus x dérivée du deuxième. Et là, maintenant, je peux voir que bon, la dérivée de x ici, c'est simplement 1. Et celle-là, il va falloir que je fasse un peu comme j'ai fait dans le numéro d'avant, une dérivée en chaîne. Le 2 va venir en avant, mon exposant va descendre de 1, va devenir 1, avec mon intérieur qui reste intact, donc j'ai un cosinus ici, fois la dérivée de l'intérieur. Ça,
c'est une erreur fréquente que je vois souvent, qui est que quand l'exposant est 2, le monde, oui, il n'oublie pas de mettre le 2 en avant, mais à cause que l'exposant devant 1 devient 1, souvent je vois l'intérieur qui disparaît. Faites attention, ici, là, si vous voulez, là, on aurait pu mettre entre parenthèses exposant 1. Je ne le mets pas parce que le 1, des fois, est mélangeant avec le prime, mais le 2 est venu en avant, mon exposant est devenu 1, mais mon intérieur reste intact, donc j'ai besoin de ce cosinus-là. C'est mon intérieur qui reste intact, fois la dérivée de mon intérieur. Et finalement, ici, ce qu'on peut faire, c'est faire la dérivée du cosinus, la dérivée de mon intérieur, et la dérivée de cos, c'est moins sin, donc je le remplace ici par moins sin. Comme ce que j'ai dit tantôt, faire fois moins, c'est un petit peu mélangeant, j'ai tendance à mettre les parenthèses. Je ne vais pas enlever des points ou c'est pas ça qui va causer problème, mais assurez-vous de ne pas vous mélanger dans vos étapes d'après, puis de ne pas juste faire une soustraction, ça change complètement ça. Donc ici, il y a certaines choses que je peux mettre en évidence. On peut voir que lui, il y a un cos carré, donc cos est là 2 fois, et lui, il y a un cos aussi. Donc ce que je peux faire, c'est mettre un cos en évidence. Et il va m'en rester un ici. Et ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le négatif en avant du sinus et je l'ai mis en avant de tout ça pour pas qu'il y ait cette multiplication-là d'un nombre négatif à l'intérieur. C'est un petit peu plus propre comme ça. Et ça va être ma réponse finale. Donc là, on va faire d'autres dérivés, encore là. Donc ça, c'est de la pratique. Je sais que je vais rapidement. J'espère que ça ne va pas trop vite. Mais ça va être de la pratique. Hein? C'est souvent comme que je dis, si je veux vous montrer à jouer au piano, même si je joue au piano devant vous toute la journée, c'est à vous à m'amener d'essayer de jouer du piano. Sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des dérivés en chaîne, mais avec l'intérieur des fonctions trigo comme étant une nouvelle fonction. Alors, on a fait des dérivés en chaîne, mais c'était tout le temps, l'intérieur était tout le temps sinus tout seul ou cosinus tout seul. Là, ici, qu'est-ce qui arrive si à l'intérieur d'un sinus ou d'un cosinus, c'est pas juste x ou c'est pas juste θ, c'est pas juste une variable, mais plutôt une fonction. Bien, on sait déjà comment faire ça. C'est encore là, c'est juste la dérivée en chaîne. Donc, les mêmes règles s'appliquent, mais c'est avec une nouvelle fonction. Donc, par exemple, si j'ai une fonction sin de 3x, qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait dans une dérivée en chaîne? On faisait la dérivée de l'extérieur avec l'intérieur qui reste intact, fois la dérivée de l'intérieur. Tout ça, ça reste encore vrai. C'est juste que ici, mon intérieur, c'est 3x. Donc, si je veux faire ça, je vais faire la dérivée de mon extérieur. Ici, c'est la dérivée de sinus. Donc, la dérivée de sin donne cos avec son intérieur qui reste intact. Donc, 3x reste intact. Fois la dérivée de l'intérieur. L'intérieur, c'est mon 3x. Donc, ça va me rajouter un 3. Et c'est tout simplement ça. Et ce qu'on remarque, c'est que dans une fonction trigo, vu que l'intérieur reste intact quand on le dérive, une dérivée ne va jamais changer l'intérieur de la fonction trigo. Ça va toujours rester exactement la même chose. C'est juste le sinus devient un cosinus ou le cosinus devient un moins sinus, mais son intérieur, son argument, reste le même. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de l'intérieur. Donc si on regarde, disons, le b ici, ça devient un peu plus compliqué. On a 3x moins 1, mais ça, c'est cosinus de 3x moins 1 est à l'intérieur d'un exposant 2, hein, c'est ça qu'on a dit tantôt. Et tout ça, c'est multiplié avec un x3. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a une multiplication ici, puis il y a 3x moins 1 à l'intérieur d'un cos à l'intérieur d'un carré. Donc, il faut le prendre un morceau à la fois. Donc, premièrement, le 4, moi, je le mets en avant. Si vous voulez mettre 4 avec genre 4x3 puis le mettre voir 4x3 comme une partie, là, il n'y aura pas de problème à faire ça. C'est juste qu'il va, quand vous allez faire un dérivé d'un produit, hein, on se rappelle, là, il va y avoir une addition entre les deux. Votre 4 va se retrouver aux deux endroits et à la fin, il va falloir le mettre en évidence. C'est pas vraiment grave. Moi, je vais le mettre en évidence tout de suite essentiellement, mais vous pouvez l'attacher à un ou l'autre des termes. Donc, ce que je vais faire, j'ai sorti mon 4 et là, je vais faire premièrement mon produit. Hein. Je ne peux pas encore jouer avec mon carré puis mon cos parce que j'ai un produit à m'occuper avant. Donc, dérivé du premier fois le deuxième qui reste intact, plus le premier reste intact, dérivé du deuxième, même chose que d'habitude. Ici, la dérivée de x3, c'est simplement 3x carré qu'on est habitué de voir. Et ce qui change, c'est cette partie-là ici avec le cosinus quand on va le dériver. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Le 2 vient en avant parce qu'on dérive notre extérieur en premier. Mon intérieur reste intact, donc j'ai cosinus de 3x moins 1 qui reste intact. Et là, c'est là que je vous disais tantôt, souvent le monde a tendance à oublier cet intérieur-là. Donc, mon 2 vient en avant, mon exposant devient 1. Mon intérieur reste intact, mon intérieur étant cosinus de 3x moins 1. Et seulement à ce moment-là, je dérive cosinus de 3x moins 1. Je vous rappelle, tout doit être dérivé une fois et une seule fois. Donc là, cette partie-là ici, c'est la dérivée de mon extérieur. Et là, maintenant, je suis prêt à dériver cosinus de 3x moins 1. Dérivée de cosinus de 3x moins 1, bien, on dérive notre extérieur, c'est cosinus. La dérivée de cos, c'est moins sin. Donc, dans la prochaine ligne, on devrait avoir moins sin de 3x moins 1, mon intérieur qui reste intact, fois la dérivée de mon intérieur. Donc, c'est ce qu'on écrit ici.
Cosinus, sa dérivée devient moins sin avec mon intérieur qui reste intact, 3x moins 1, fois la dérivée de mon intérieur. Vous voyez ici, j'ai été directement dire que la dérivée de mon intérieur, c'était 3. Sauter un petit peu des étapes ici, là. On peut voir que c'est ça que ça va nous donner. Rendu là, ben, j'ai deux termes. Hein? J'ai le terme ici, qui va être plus l'autre terme qui est tout à partir du 2 jusqu'au 3. Là. Tout ça ici, là, c'est mon autre terme. Donc, il y a des choses en commun entre les deux que je peux mettre en évidence. On peut voir que le 3 ici, ben, j'ai un 3 de l'autre côté. On peut voir qu'ici, j'ai x carré, là, j'ai x3, fait que je vais pouvoir mettre un x carré en évidence. Ici, j'ai cos carré, là, j'ai cos, donc je vais pouvoir mettre un cos en évidence. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. J'ai mis le 3 qui est allé multiplier le 4, donc c'est pour ça que c'est devenu un 12. J'ai mon x carré et j'ai mon cosinus. Et après ça, je me pose la question, par quoi est-ce qu'il faut que je multiplie ce que j'ai sorti pour que ça me donne mon premier terme? Si on veut, là, si ça vous mélange cette manière-là de le voir, vous pouvez aussi le voir par, je prends mes termes et je les divise par ce que j'ai mis en évidence. Okay? Mathématiquement, c'est pas tout à fait vrai parce que ça causerait des restrictions sur le domaine si on faisait ça, là. Mais juste en termes de qu'est-ce que ça va vous donner, si ça vous aide à comprendre, vous pouvez le faire comme ça. Donc, par exemple, je sais que j'ai sorti 3, x carré puis cosinus. Bien, si je prends ce terme-là puis je le divise par 3x carré cosinus, qu'est-ce qui va me rester? Bien, il va me rester juste un cosinus. Si je prends ce terme-là ici puis je le divise par 3x carré cosinus, bien, mon 3 va disparaître, il va me rester seulement un x et mon cosinus va disparaître. Donc, il va juste me rester 2x moins sinus. Puis, bon, le moins, je suis allé le mettre en avant. Donc, cette division-là peut vous aider à le voir peut-être un petit peu plus facilement, là. Et ça, ici, ça va être ma réponse finale. Donc ici, on va mélanger les fonctions de Trigo avec les fonctions de la semaine passée, exponentielle log. Donc ici, je l'ai fait avec un exponentiel. Donc, sinus de x carré plus 1 est à l'intérieur d'un exponentiel 2 à la x si on veut. Donc ça, c'est mon intérieur. Mon intérieur, j'ai x carré plus 1 à l'intérieur d'un sinus, à l'intérieur d'un exponentiel. Donc, allons-y. H', qu'est-ce que je fais? Bien, premièrement, vu que j'ai une addition ici, là, ce premier terme-là, le 3 cos, je peux juste le dériver directement. Mon 3 va rester intact parce que c'est juste une constante. Donc, le 3 va rester là. Et la dérivée de cos, on vient de dire que c'est moins sin. Donc, je vais avoir 3 est égal à moins sin de x. J'en profite pendant que j'y pense. Faites attention. Beaucoup de monde, quand ils me posent des questions, ils m'envoient des photos de leurs solutions. Puis, il y a un problème de notation que je vois beaucoup, qui est que le monde va avoir tendance à écrire tout de suite, mettons, H', mais ils vont juste réécrire leur fonction. Faites attention, quand vous écrivez H', quand vous commencez une nouvelle ligne avec un prime, il faut que tout ça, ça soit des dérivés. S'il y a des affaires que vous faites juste répéter, il faut indiquer, ah, il me reste encore à dériver. Il faut que je vois le prime dessus pour que l'égalité soit vraie. Donc, prenez le temps, là, quand vous faites, prenez une note peut-être en ce moment, là, que les 3-4 prochains numéros que vous allez faire, posez-vous la question, revenez vérifier ou retournez voir dans vos exercices. Est-ce que quand vous avez écrit la fonction f', vous avez vraiment, est-ce que c'est vraiment la dérivée ou est-ce que vous allez dériver juste plus tard? Okay? Si vous dérivez plus tard, vous devriez quand même avoir le prime qui est indiqué. Donc, pour le deuxième terme ici, il faut que je dérive 2 sin de x carré plus 1. La fonction la plus extérieure, c'est la fonction exponentielle. On se rappelle, ici, si c'était 2 à la x, je dériverais 2 à la x, et la dérivée de 2 à la x, c'est 2 à la x ln de 2. Hein? Donc, la dérivée de 2 à la x, c'est 2x ln de 2. Bien là, c'est la même chose, mais à l'intérieur, c'est mon sinus. Donc, je vais avoir 2 sinus fois ln de 2. Donc, j'ai laissé mon intérieur intact, qui est mon sin de x carré plus 1. Et après, il ne faut pas que j'oublie de multiplier par la dérivée de mon intérieur étant ça ici. Donc, la première partie avec la ln de 2, c'est la dérivée de mon exponentielle, la dérivée de mon extérieur ici. Et là, il me reste la dérivée de mon intérieur qui est sinus. Maintenant que je suis rendu là, donc c'est comme une poupée russe, j'ai enlevé la première poupée, j'ai sorti, ça j'ai fait. Là, après ça, j'ai ma deuxième couche, j'ai un sinus, puis à l'intérieur, j'ai un x carré plus 1. Fait qu'il faut que j'ouvre ma fonction. Maintenant, sinus est rendu mon extérieur, si on veut, dans cette dérivée-là. Donc, il faut que je fasse la dérivée de sin. La dérivée de sin, c'est cos. Donc, ça va donner cos avec mon intérieur qui reste intact, fois la dérivée de mon intérieur. Bon, dérivée de x carré plus 1, c'est juste 2x. Donc, je vais juste répéter la ligne avec 2x ici. Et, rendu là, on a fini de dériver. Tout ce qui nous reste à faire, c'est regarder est-ce que je peux mettre des choses en évidence. Et ici, vu que c'est moins 3, bon, est-ce que j'ai des 3 de l'autre côté? Non. Est-ce que j'ai un sin de l'autre côté? Non. Faites attention, le sinus ici, il est pris à l'intérieur de l'exponentielle. Je ne peux pas mettre ça en évidence. Donc, tout ça ici, c'est fini. Et ça, c'est la dérivée de ma fonction. Donc là, on est au stade que j'espère que ça commence à rentrer. Je sais que je vais vite, c'est juste pour vous montrer là, un petit peu là, la drill. Mais à tout moment, encore une fois, faites pause, essayez-le avant. Dès que vous vous sentez confortable, essayez-le avant. Ici,
je vous conseille de le faire. Donc, on a fait assez d'exemples que vous comprenez l'idée, là, c'est juste d'utiliser ces fonctions-là avec les différentes choses qu'on a vues. Donc, c'est vraiment pyramidal. Hein? Si vous avez bien saisi tout ce qu'on a fait dans le passé, on fait juste rajouter une petite affaire, rajouter une petite affaire, rajouter une petite affaire. Par contre, si votre base n'est pas bien établie, si vous n'êtes pas encore confortable à dériver des produits, dériver des quotients, bien là, ça devient compliqué. Là, on rajoute juste trop de variables trop vite. Donc, c'est pour ça que les exercices sont importants de se tenir à jour. Dériver en chaîne, il faut être confortable avec tout ça. Donc, ce que je vous conseille de faire, faites pause et essayez ce numéro-là ici. Et après ça, revenez et on va continuer. Donc, nous, on y va. Donc, la dérivée de cos, on sait que c'est moins sin. Donc, quand je vais faire cette dérivée-là, la dérivée la plus extérieure, hein, donc mon extérieur, c'est cos. J'ai 4x 3x carré plus 2 à l'intérieur de mon cos. Donc, je dérive ça et je commence une nouvelle ligne parce que je vais mettre la dérivée. La dérivée de cos, c'est moins sin avec mon intérieur qui reste intact. Donc, tout ça, ça ne bougera pas. Moins sin avec mon intérieur qui reste intact. Par contre, tout est dérivé une fois et une seule fois. Donc, je multiplie par la dérivée de cet intérieur-là qui me donne la dérivée ici. Ça, c'est un exemple qu'on aurait pu faire il y a plusieurs semaines lorsqu'on a vu la dérivée d'un quotient. Donc, le sinus avec l'intérieur qui reste intact, je vais juste le traîner et je vais dériver ça ici comme un quotient. Donc, dérivée du numérateur avec le dénominateur qui reste intact, moins le numérateur qui reste intact, dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Vous voyez ici, vu que j'avais 4x, tout ça, j'aurais pu mettre 4 fois le reste de la division. Hein. Le 4, essentiellement, je peux le sortir. C'est une constante, donc je le mets en avant. Si vous l'avez laissé avec le x, c'est pas un problème. C'est juste que vous allez avoir un 4 dans vos deux termes au numérateur. Il va falloir le mettre en évidence à la fin. Donc ça ne va pas changer vos étapes. Donc, si on y va comme ça, j'ai sorti le 4. Donc, la dérivée du numérateur, le numérateur devient juste x. Donc, dérivée de x, le dénominateur reste intact, moins x, dérivée du dénominateur, avec le dénominateur au carré ici. Dérivée de x va simplement donner 1, donc il va complètement disparaître ici. Il va juste me rester 3x carré plus 2. Et la dérivée de 3x carré plus 2 me donne 6x que j'ai écrit ici. À partir de là, vous voyez, il n'y a plus de prime. Donc, tout ça, c'est la fin. J'ai trouvé ma dérivée. Par exemple, si je voudrais la pente à un certain endroit, je pourrais juste rentrer ma valeur de x à l'intérieur. Hein, si je rentre, mettons, 3 à l'intérieur de ça, ça va me donner la pente à 3. Par contre, lorsqu'on va faire de l'analyse de fonction, il faut être habitué à simplifier ça. Donc, il y a certaines choses qu'on peut faire ici. Vous voyez que ça, vraiment, là, c'est moins 6x carré, puis on a un 3x carré. Donc, on va pouvoir mettre certaines choses ensemble. Ici, j'ai juste écrit, là, tout ce qui a changé, c'est que j'ai écrit ça comme moins 6x carré, comme que je viens de dire. Et là, on peut voir que le 3x carré, le moins 6x carré peuvent être mis ensemble. D'un coup qu'on les met ensemble, on peut voir que ça va me donner moins 3x carré ici. Et tout le reste, c'est juste la même chose. Donc ça, vraiment, c'est tout pour le sin et cos, la dérivée de sin, la dérivée de cos. Vous avez vu que tout ce qu'on a fait, c'est que c'est des nouvelles formules. Et après ça, on teste à travers les différentes choses, un produit, un quotient dérivé en chaîne, toutes ces affaires-là. C'est juste, on rajoute des nouvelles choses. Donc, mais on a d'autres fonctions trigo qu'on peut faire la dérivée. Donc ici, je vous ai montré la dérivée de tangente. Je vous ai même mis la preuve, parce que la preuve n'est pas tellement compliquée, parce qu'elle n'utilise même pas le concept de... on pourrait le faire avec la limite, là, mais ici, vu qu'on connaît la dérivée de sin et cos, et qu'on sait que tan, c'est sin sur cos, je peux faire la dérivée directement d'un produit, puis à vrai dire, c'est un bon exercice. Normalement, je le fais faire là, dans le cours, là, mais la dérivée de tan devient donc la dérivée de sin sur cos, dérivée du numérateur fois le dénominateur qui reste intact, moins le numérateur qui reste intact, dérivée du dénominateur sur le dénominateur au carré. Et d'un coup qu'on est là, la dérivée de sin, c'est cos, et la dérivée de cos, c'est moins sin. Ce qui arrive, c'est que quand je vais multiplier cos par cos, ça va me donner cos carré. Et quand je vais multiplier moins sin par moins sin, ça va me donner plus sin carré. Et comme on a vu dans le rappel, cos carré plus sin carré, ça donne 1. Donc, tout ça devient 1 sur cos carré. Et comme on a vu dans le rappel, cos carré, ou si on veut 1 sur cos, c'est 50. Donc, 1 sur cos carré va être 50 carré. C'est pour cette raison que la dérivée de tan, c'est égal à sec carré. Donc là, on a une première affaire qui arrive où est-ce que notre exposant a augmenté. On avait tan qui est devenu sec carré. Donc, c'est un petit peu étrange, mais on l'utilise de la même manière qu'on a fait avec le sin et le cos précédemment. Donc, faisons un exemple de ça. Vous avez vu, je vous l'ai rajouté en haut à droite, la dérivée de tan, c'est sec carré. Tout ça, c'est sur votre feuille de formule. Donc, on y va. On fait la dérivée de ça. Encore là, même à ce stade-ci, je n'ai pas fait encore de dérivée de tan. Ça se peut que vous soyez confortable à le faire. Donc, faites pause, puis essayez-le. Puis si ça va bien, mais vous avez compris
pas mal, là, on va faire d'autres exemples, là, mais c'est quoi la dérivée de tan? Donc ici, j'ai un produit, donc il faut que je fasse dérivée du premier fois le deuxième qui reste intact, plus le premier reste intact, dérivée du deuxième. Je sais que je répète tout le temps, mais je veux que ça rentre. Dérivée de x moins 3, ça donne 1. Et le dérivé de tan, ça donne sec carré. Donc, directement, j'arrive à... Ici, mon tan est descendu. Et ici, mon tan est devenu sec carré. Et bravo, vous avez réussi à dériver. Pas plus compliqué que ça. Ce qui arrive avec le tan et le sec, si on voulait, on pourrait l'écrire tout ça en sin et en cos. Donc, si je vous ai mis un petit encadré, si je transforme mon tan en sin cos, puis mon sec carré en cosinus, ben après un dénominateur commun, vous allez arriver à ça. J'ai pas besoin que vous faites ça. Tan avec le sec, c'est totalement correct, là, mais juste faire réaliser que les fonctions trigo, là, il y a plein de manières d'écrire qui sont équivalentes. Donc, quand vous allez faire vos solutions, si vous arrivez à quelque chose à la fin et que ce n'est pas la même chose que le solutionnaire, ça ne veut pas nécessairement dire que votre dérivé n'est pas correct. OK? Donc, si vous n'êtes pas sûr, dans ce cas-là, vous pouvez m'envoyer un bio, puis je peux regarder là, si c'est équivalent, ou vous pouvez utiliser certains logiciels pour vérifier l'équivalence. Donc, ici, on y va directement avec une dérivée en chaîne, avec l'intérieur ici du tan, c'est plus juste x, c'est rendu une fonction. Encore là, même affaire que d'habitude. Quand que je dérive une fonction tan, la dérivée, là, il faut que je dérive mon extérieur en premier, donc il faut que je dérive mon tan en premier. Dérivée de tan, c'est sec carré. Et mon intérieur, il faut qu'il reste intact. Donc, j'ai plus x, j'ai toute cette racine-là. Ça, c'est mon intérieur. Donc, ça va devenir 50 carré avec mon intérieur qui reste intact. Pas plus compliqué que ça. Faut pas que ça vous mélange. Tan est dérivé, mon intérieur reste intact. Faites attention ici, le carré et la racine ne peuvent pas s'annuler. Hein. Le carré est à l'extérieur du 50, alors que la racine est à l'intérieur du 50. Donc, si on veut, entre le carré et la racine, il y a un 50 qui bloque un peu l'interaction. Donc, on ne peut pas annuler les choses ici, ça va rester de même. Par contre, il ne faut pas que j'oublie de, tout est dérivé une fois et une seule fois, il ne faut pas que j'oublie de dériver mon intérieur. Mon intérieur que j'ai écrit ma racine ici sous forme d'exposant. Donc, ça, c'est mon intérieur. Et d'un coup que je dérive ça, ça va faire que mon 1/2 va venir en avant, mon exposant va descendre de 1 et mon intérieur reste intact, fois la dérivée de mon intérieur. Donc, il ne faut pas que j'oublie de dériver mon x carré plus 3 parce qu'il n'était pas dérivé encore. Et d'un coup que je suis là, dérivée de ça ici, ça donne juste 2x. Ça donne juste 2x ici. Et vous avez vu qu'essentiellement, j'ai pris la partie qui avait un exposant négatif et je l'ai renvoyé en bas et sous forme de racine pour que ça me donne cette expression-là. Donc ici, on a dérivé tout ce qu'il y avait à dériver. On peut voir qu'il y a un 2 en haut avec un 2 en bas qui peuvent s'annuler. Hein. Tout ça, vu que c'est toutes des multiplications, vraiment, j'aurais pu écrire tous mes numérateurs ensemble, multipliés et sur mon dénominateur. Donc c'est juste une grosse fraction, ça, vu que c'est toute de la multiplication. Donc mes 2 peuvent s'annuler ensemble. Et j'ai mis mon x en avant. Encore là, c'est juste pour faire du ménage. J'aime ça mettre mes constantes et mes polynômes en avant. Donc, j'ai mon x qui est venu en avant, mon sec carré avec mon exposant, mon intérieur qui est resté intact, divisé sur ma racine qui vient là, de mon intérieur qui a été dérivé. Donc, il faut juste y aller méthodiquement. Ça, c'est le genre d'affaire qui peut avoir l'air du chinois là, quand on ne suit pas bien les règles. Là. Donc, dériver mon extérieur, mon intérieur reste intact. On a fait ça 2 fois et on est arrivé à la réponse. Encore une fois, faites pause et essayez-le. C'est un bon exercice ici. Donc, on a une multiplication entre le x3 et le tan et on a un carré à l'extérieur ici. Là. Donc, il faut y aller morceau par morceau. La première morceau, c'est de s'occuper de la multiplication qu'on a. Donc, si on fait la dérivée de la multiplication, encore là, on utilise la formule de la dérivée d'une multiplication. Dérivée du premier, deuxième reste intact, plus le premier reste intact, dérivée du deuxième. Et d'un coup qu'on est là, on a un x3 dérivé qui est très simple, qui donne 3x carré, avec le tan qui fait juste se répéter. Et ici, on va répéter le x3, et cet endroit-là va être la nouvelle partie là, avec la nouvelle fonction. Mais encore une fois, qu'est-ce qui va arriver? Essayez-le. Faites pause ici, là, vraiment, essayez-le. Je veux m'assurer que vous n'oubliez pas quelque chose. Donc, je vais prendre pour acquis ici que vous avez bien fait pause. Donc, ce que ça va faire, c'est que bon, mon x3 est répété, mon 2 est venu en avant, mon tan est devenu exposant 1 avec mon intérieur qui reste intact. Donc, il ne faut pas oublier ce tan-là. C'est souvent celui-là qui disparaît, mon intérieur qui reste intact, fois la dérivée de mon intérieur, qui est mon tan. Donc, la dérivée de tan, c'est quoi? C'est sec carré avec mon intérieur qui reste intact, x-2. Et je vais faire fois la dérivée de x-2, mais la dérivée de x-2, c'est simplement 1. Donc, ça va disparaître. Donc, j'espère que vous êtes arrivé à ça ici. Et là, ce qui nous reste à faire, comme vous avez vu, c'est une mise en évidence ici. Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui est en commun entre le premier terme qu'on a à la gauche
et le deuxième terme qui commence avec le 2 ici. Et tout ce qu'on a en commun, on peut voir ici le 3, non, il n'est pas de l'autre bord. X carré, j'ai un X3, fait que je vais mettre un X carré en évidence. Tan, il est là 2 fois, ici, à gauche, et à droite, il est là 1 fois, donc je peux le mettre en évidence. Et il n'y a rien d'autre qui se répète. Comme j'ai dit, pour savoir qu'est-ce qui se passe ici, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est essentiellement prendre ça et diviser par ce qu'on a mis en évidence. C'est l'autre manière de le voir. Donc le premier terme ici, si je prends ça et je le divise par X carré tan, il va me rester un 3 et il va me rester un tan. Donc, je vais mettre 3 tan. Il ne faut pas oublier le plus ici. Souvent, le monde oublie le plus. Donc, on met le plus. Et après ça, de l'autre terme ici, comme j'ai dit, on peut diviser par ce qu'on a mis en évidence. Donc, le 2 va rester là. X3 va être divisé par X carré. Donc, il va me rester seulement X. Mon tan va être divisé par tan. Donc, il va disparaître. Et il va me rester simplement mon 50 carré. Mon X-2 ici. Comme j'ai dit, sa dérivée donne 1. Et ça ici, c'est ma réponse finale. Encore là, on aurait pu l'écrire en sin et en cos. Ici, je ne vais pas le faire. Mais on aurait pu... Ici, ça serait un peu plus compliqué. Je pense que je l'ai fait dans les notes complétées, là, mais pas besoin de le faire ici. Donc, on va maintenant regarder la dérivée de sécante. Donc, on a fait plusieurs exemples avec tangente. Maintenant, on va regarder la dérivée de sécante. On sait que sécante, c'est 1 sur cos. Donc, dans la preuve en haut à gauche, là-bas, ce que j'ai décidé de faire, c'est de vous montrer d'où vient la dérivée de sécante. Cos, je l'écris comme cos à la moins 1 au lieu d'avoir besoin de faire le quotient, surtout que la dérivée de 1 va juste donner 0, ça va être un peu trop long pour rien. Donc en l'écrivant à la moins 1, quand je dérive ça, le moins 1 vient en avant, mon exposant descend de 1, donc devient moins 2. Mon intérieur reste intact, donc mon cos ne va pas bouger, et la dérivée de cos va multiplier le tout. La dérivée de cos, on a vu que c'était moins sin, on l'a décrit en haut à droite ici, donc ça va devenir moins sin en haut. Le négatif qui est en avant est encore là. Et le cos à la moins 2, je l'ai redescendu en bas pour que l'exposant redevienne positif. Donc les deux négatifs s'annulent. Et essentiellement, j'ai sin sur cos au carré. Bon, ça pourrait être ça, mais pour éviter de l'écrire avec une division, on peut l'écrire d'une manière un peu différente. On peut écrire 1 sur cos x fois sin sur cos. Donc essentiellement, j'ai divisé, j'ai cos au carré, je l'ai séparé en deux. Il y en a un qui est tout seul et il y en a un qui est avec le sinus. Et ce qu'on se rend compte, c'est que sin sur cos à droite me donne tan et 1 sur cos me donne sécante. Donc, ce qui va arriver, c'est que la dérivée de sécante, ça donne sécante x fois tan de x. Là, ça, c'est un petit peu spécial parce qu'on a un sécante, une dérivée d'une fonction tout seul, qui donne une multiplication de deux fonctions. Et non seulement ça, mais en plus, ce que vous allez voir, c'est que sécante, ici, il y a son intérieur qui est x. Mais quand je le dérive, le x apparaît 2 fois. Donc, l'intérieur apparaît à deux endroits différents. Ça, c'est la première fois qu'on voit ça. Donc, c'est un petit peu spécial. On va voir de quoi ça a l'air dans des exemples. Mais essentiellement, encore une fois, c'est juste une nouvelle formule. Il va falloir passer au travers. La particularité de celui-là, c'est ce que je viens de mentionner, le fait que l'intérieur qui reste intact, qu'on va travailler avec, là, il va apparaître 2 fois à 2 endroits différents. Mais faisons un exemple d'ailleurs avant où est-ce que l'intérieur, ça reste juste x, donc 50 à la 8. Donc essentiellement, je veux dériver ça. Encore une fois, ça c'est 50 à l'intérieur d'un exposant 8, donc on peut l'écrire comme ça. Et là, dériver ça, puis vous avez vu, je n'ai pas dérivé encore, fait que je n'ai pas commencé une nouvelle ligne avec f', j'ai juste écrit d'une manière différente. Maintenant que je vais dériver, je commence une nouvelle ligne avec f'. Je dérive premièrement mon extérieur, donc mon 8 va venir en avant, mon exposant va descendre de 1, et mon intérieur va rester intact. Donc, mon 50 ne bouge pas pour l'instant. Et ensuite, je multiplie par la dérivée de l'intérieur. Donc, jusque-là, il n'y a rien de spécial. C'est juste que maintenant, ici, je suis rendu à la dérivée 50. J'ai besoin de cette formule-là ici. Je vais remplacer 50 de x parce que j'ai vu ce qu'on a vu qui était le résultat. Donc, 50 fois tangente. Donc, toute la partie 50' devient 50 fois tangente. Et là, ce qu'on remarque, c'est que j'ai 50 à la 7 fois 50. Donc, je pourrais regrouper ça ensemble pour donner un 50 à la 8 que j'ai ici. Donc 8,58 fois tan de x. Et ça va être ma réponse finale. Donc, pas trop rien de super bouleversant ici. C'est un petit peu bizarre parce que le 50 devient 50 fois tangente. Mais autrement, ça ressemble pas mal à ce qu'on a vu. Là où ça va commencer à être mélangé un petit peu, c'est quand l'intérieur du 50, c'est pas juste x. Par exemple, ici, à l'intérieur du 50, on a 2x. Et j'ai aussi un tangente, fait qu'il va y avoir une multiplication ici. J'ai mis la formule de 50 en haut à droite. Donc, allons-y. Donc, si je veux dériver ça, on va travers les mêmes étapes. La première chose qu'il faut que je m'occupe, c'est le produit qui est entre les deux. Donc, il va falloir que je fasse la dérivée d'un produit, dérivée du premier, fois le deuxième qui reste intact, plus le premier reste intact, dérivée du deuxième.
Dérivée de tan qu'on a à la fin ici, on sait déjà que ça va donner sec carré. On l'a déjà fait, c'est ce qu'on a fait dans les exemples d'avant. La dérivée de sécante, par exemple, là, il va falloir que j'utilise cette formule-là. Donc là, ce qui est spécial, c'est le fait que l'intérieur, c'est pas juste x. Donc, l'intérieur, et là, j'attire votre attention en haut à droite ici, là. Donc, l'intérieur x, on voit qu'il apparaît à deux endroits. Donc, tout ce qui est dans le bloc rouge ici va être répété dans les deux endroits-là. C'est la même chose ici, en haut à gauche, vous voyez, j'ai mis l'encadré rouge. Donc, quand je vais faire la dérivée, il va se répéter aux deux endroits de la même manière. Donc, la dérivée de sécante, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être sécante avec l'intérieur qui reste intact, fois tangente avec l'intérieur qui reste intact. C'est ce qui est bizarre, hein, parce que notre intérieur est à deux endroits différents. Fois, encore une fois, il faut la dérivée de cet intérieur-là, fois la dérivée de l'intérieur qu'on met à la fin, fois tangente. Cette parenthèse-là que j'ai mis là n'aurait pas été nécessaire. Je l'ai mis juste pour montrer. Là, ça, c'est vraiment ma dérivée. C'est ce bloc-là. Il me reste la tangente à écrire à la droite, là, à cause que j'en avais un ici en partant. Là. Mais ce que j'ai mis en la grosse parenthèse ici, c'est la dérivée de sécante de 2x. Donc, rapidement, je reprends. Sécante devient sécante fois tangente, mais dans chacun, ils ont l'intérieur qui reste intact fois la dérivée de l'intérieur. Et comme j'ai dit, là, le sécante ici va juste être répété. Et donc, j'ai mis en mauve ici la dérivée de l'intérieur. Mais ici, à la droite, la sécante va être répétée. Et la dérivée de tangente, c'est sécante carré, avec l'intérieur qui reste intact, mon 2x. Et il faut que je multiplie encore une fois par la dérivée de mon intérieur. À partir de là, il me reste juste les 2x à dériver. Donc, le 2x va devenir 2. Et même chose ici, le 2x va devenir 2. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé les termes semblables. Donc, dans la première, ici, on voit que j'ai tan de 2x que j'ai pu regrouper ensemble comme un tan carré. Ici, j'ai sécante et sécante carré que j'ai pu regrouper comme un sécante 3. Donc, vraiment, c'est cette partie-là, là, avec la parenthèse, là, la dérivée du sécante qui est un petit peu nouvelle. À partir de là, on peut faire une mise en évidence. Encore là, on voit que lui, il y a un sécante et lui, il y a un sécante à la 3, donc je peux en sortir un. Et il y a un 2 ici qui est partagé aussi dans les deux cas. Donc, je peux mettre deux sécantes en avant, à mettre en évidence. Et je regarde qu'est-ce qui me manque ici. Encore une fois, on peut le faire comme par quoi il faut que je multiplie 2 secs pour avoir mon premier terme, plus par quoi il faut que je multiplie 2 secs pour avoir mon deuxième terme, ou on peut faire le principe comme de la division que je vous parlais. Donc, si je prends mon terme ici, je divise par 2 secs, qu'est-ce qui va se passer? Bien, j'aurais plus mon 2 et j'aurais plus mon sec, donc il va me rester un tan carré. Et de l'autre côté, bien, si je divise par 2 secs, ben mon 2 va disparaître, il va me rester seulement un sec carré. Donc ça va être ma réponse finale. On en fait un autre ici. Vous allez voir là, que plus qu'on en fait, puis là, j'ai des exemples avec les exponentielles, mais vous pouvez imaginer qu'avec tous les logs, ça va être le même principe, ça peut tout être mélangé ici. Donc, si on y va comme ça, première chose à réaliser, c'est que quand je dérive, ben mon 3 demi encore là, le 3 en avant et le divisé par 2, c'est juste des constantes, donc je peux aller les mettre en avant carrément et juste dériver sécante de mon exponentielle. Donc là, qu'est-ce qui arrive? J'ai x sur 4 à l'intérieur d'un exponentiel en base e, à l'intérieur d'un sécante. J'ai encore là 3 couches, il faut que je commence avec mon extérieur. Mon extérieur, le plus ici, c'est mon sécante. Donc je vais utiliser la dérivée qu'on vient de voir. Pour faire cette dérivée-là, je vous rappelle, encore une fois, que le x qu'on a là, il est répété à deux endroits. Donc, dans mon exemple ici, mon exponentiel, lorsque je vais dériver sécante, mon exponentiel devrait apparaître à deux endroits, une fois dans le sécante et une fois dans le tangente, comme on a dans la dérivée ici. Donc, dérivée de sec, c'est sec fois tan, avec les intérieurs qui restent intacts, qui sont à deux endroits, fois la dérivée de cet intérieur-là ici, qu'il ne faut pas oublier de faire. D'un coup qu'on est là, on a dealé avec le sécant, bon, dérivé avec le sec. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est dériver cette exponentielle-là. Si on a déjà vu comment faire, la dérivée de e à la x, c'est e à la x. Par contre, ici, mon intérieur, c'est x sur 4. Donc, la dérivée de e à la x sur 4, c'est e à la x sur 4 fois la dérivée de son intérieur. Dérivée de x sur 4 donne juste un quart. Et on a réussi à passer à travers toutes les étapes de dérivation. Donc ça, c'est ma réponse finale. Bon, on pourrait mettre le 4 avec le 2 ici en bas, hein, vu qu'ils sont sur le même étage et qu'il n'y a pas d'addition ou de soustraction entre les deux. Et ça, vraiment, ça va être ma réponse finale. Ici, j'aimerais parler un petit peu de simplification. Donc, je vous ai mis un gros numéro ici. Essentiellement, je vous demande de faire la dérivée de tan fois cos. Ça n'a pas l'air si pire que ça comme numéro. Mais quand on dérive ça, ce qui va arriver, c'est que, bon, je dérive mon tan, ça donne 50 carrés avec la dérivée intérieure qui va me rajouter un 2x. Et bon,
la dérivée de cos va me donner moins sin avec le 2x qui vient à l'intérieur. Et là, rendu là, techniquement, vous voyez, j'ai déjà tout dérivé ma fonction. Mais ça, c'est assez gros. Fait que, ce qu'on peut se rendre compte, à cause que j'ai des sin, des cos, des tan puis des sec, si je mets tout en sin cos, ça va nous permettre d'annuler des choses. Donc, ici, mon tan devient sin sur cos, mon sec carré devient 1 sur cos carré. Donc, une fois que j'ai tout en sin cos, je peux voir qu'il y a des cos qui s'annulent. Donc, j'ai cos sur cos carré qui vient juste 1 sur cos. Et après ça, bon, étant donné qu'ils ont le même dénominateur, le dénominateur est commun, je peux regrouper en 1 moins sin carré. Ici, vu que cos carré plus sin carré est égal à 1, ben, si j'isole cos à la place, ça va donner que cos carré est égal à 1 moins sin carré. Donc, il y a une propriété ici qu'on a vue qui est juste le sin carré plus cos carré est égal à 1 isolé autrement. Ben ça veut dire que 1 moins sin carré me donne cos carré. Et là, bon, on peut annuler cos carré divisé par cos qui donne le résultat final qu'on a ici. Mon point ici, c'est que c'est fastidieux, c'est très long, c'est pénible, il y a beaucoup de trigo à faire. Là. Il n'y a pas énormément de nouvelles choses, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a là-dedans, on l'a déjà vu. Bon, il y a l'espèce de trigo, l'identité trigonométrique qui est isolée de manière différente, mais techniquement, on peut faire ça. Mon point ici, c'est que ça, c'est très long et il y aurait une manière de simplifier la chose. Donc, je vais juste me bouger ici. Ici, on peut faire ces manipulations algébriques-là, on peut en faire avant. Donc, essentiellement, avec une manipulation algébrique, ce qu'on peut dire, c'est que tout de suite en partant, mon tan, je peux l'écrire comme sin sur cos. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Et on voit que direct en partant, les cos s'annulent ici. Hein, les cos s'annulent. Ce qui veut dire que tout ce qui me reste, c'est un sin tout seul. Fait que quand je fais ma dérivée, à la place de faire cette grosse dérivée-là, ce que je peux faire, c'est réaliser que mon terme au départ, vraiment, c'était juste sin. Avec x carré moins 4 à l'intérieur, mais c'était juste sin. Donc, quand je fais ma dérivée, ben, je dérive mon sinus. Et la dérivée de sinus, c'est simplement cosinus avec mon intérieur qui reste intact fois la dérivée de mon intérieur. La dérivée de mon intérieur qui est 2x. Donc, voilà, j'arrive à ma réponse finale. On peut voir que la dérivée que je viens de trouver ici à droite, c'est la même chose que ça. Bon, j'ai mis le 2x en avant, là, mais vraiment, c'est la même réponse. Donc, vous pouvez imaginer, toute cette étape-là est là, toute cette grosse démarche-là est équivalente à juste faire la simplification avant, puis à juste faire une petite dérivée ici qui est simple à faire. Donc, c'est une mise en garde s'il y a des simplifications à faire avant, surtout quand vous avez des tan, des secs mélangés avec des sin cos, là, c'est bon là, de se poser la question, OK, si je mets mon expression en sin cos, y a-t-il des choses qui vont s'annuler? Puis si oui, ça peut vous permettre d'éviter de faire des grosses démarches comme ça. Donc, je vous demande, en fait, de pratiquer ça ici en utilisant des manipulations algébriques, dériver cette expression-là ici. Donc, encore là, faites pause, prenez le temps de l'essayer. Donc, je vous donne l'indice de comme, OK, faites des simplifications, ça va vous simplifier la vie. Donc, ici, je continue, je prends pour acquis que vous l'avez essayé. Donc, je ne dérive pas tout de suite, vous avez vu, je n'ai pas mis i', j'ai juste mis i. Donc, je peux voir que tan, c'est sin sur cos. OK, ça, c'est juste mon numérateur. Et tout ça, c'est divisé par mon sinus, qui est, donc, tout ça, c'est cette expression-là. Tan, c'est sin sur cos, et tout ça, c'est divisé par sinus. Et ensuite de ça, j'ai mon plus 3 moins 2 que je ne peux pas vraiment rien faire avec. Mais ici, on peut voir que sin sur cos divisé par sin, ce que ça donne, mes sin peuvent s'annuler et ça va juste donner 1 sur cos. Et 1 sur cos, c'est 50. Donc, cette expression-là ici que j'avais en haut est équivalente à 50 de x moins 2 plus 3x moins 2. OK? Donc, maintenant, ça, je peux dériver ça. Je peux commencer une nouvelle ligne qui est ma dérivée. Et la dérivée de 50, on sait que c'est 50 fois tangente qu'on vient de voir, avec mes intérieurs qui restent intacts. Mon x-2 est répété à deux endroits, les deux, c'est l'intérieur de ma fonction de départ de mon 50 que j'avais au départ. Et bon, la dérivée de 3x-2, c'est juste 3. Et ça, c'est la dérivée de ma fonction. Je peux vous garantir que si vous avez fait un quotient avec une dérivée de tangente et de sinus et faire toutes les simplifications après pour arriver à ça, ça va être très pénible. Okay? Donc, ici, de faire les simplifications avant, ça nous sauve beaucoup de temps. Donc, un dernier exemple ici pour conclure les dérivées de sin, cos, tan, sec. Tout ça peut être mélangé avec les concepts de croissance, décroissance, pente de tangente, analyse de fonction. On va en voir beaucoup la semaine prochaine, mais ici, juste pour commencer un petit peu, là, donc on vous demande à quel point la tangente de la fonction f est parallèle à la droite y est égal à x moins 0,57. Qu'est-ce que ça veut dire deux droites parallèles? Ça veut dire que les deux ont la même pente.
Hein, on peut en bouger un, mais les deux sont parallèles s'ils ont la même pente. Donc, je vous demande à quel point la tangente, qui est une droite, est parallèle à la droite qu'on a ici. Donc, essentiellement, il faut qu'elle ait la même pente. C'est quoi la pente de ma droite ici? Ma pente de la droite, c'est 1. Et je veux que la pente de la tangente soit la même chose. Et la pente de la tangente, c'est la dérivée de la fonction à ce point-là. Donc, je cherche pour quelle valeur de x est-ce que f' est égal à la pente de l'autre, qui est 1. Donc, je veux en fait résoudre f' est égal à 1. Donc, il va me falloir f'. Donc, il va me falloir la dérivée. Donc, je vais faire la dérivée de cette fonction-là ici. La dérivée. Donc, voici ça, c'est un bon exemple de genre d'affaires que vous pouvez écrire. J'avais mentionné le fait de comme faites attention quand vous écrivez f', que tout soit dérivé. Vous voyez ici, j'ai écrit f', j'ai dérivé mon moins x, que j'ai écrit moins 1, mais j'ai pas tout de suite dérivé mon tan. C'est pas grave, mais j'ai pas juste écrit moins 1 plus tan, puis après ça, dérivé mon tan dans l'autre égalité d'après. J'ai dit, pour que mon égalité soit vraie, oui, j'ai dérivé mon moins x, j'ai écrit moins 1, mais mon tan, comme il n'est pas dérivé, j'oublie pas d'indiquer qu'il y a un prime. Maintenant, je suis prêt à dériver mon tan. OK? Donc, la dérivée de tan, c'est 50 carrés, hein, on l'a dans nos formules ici. Donc, comme c'est 50 carrés, j'arrive à moins 1 plus sec carré. Et j'ai trouvé ma dérivée, et cette dérivée-là, il faut qu'elle soit égale à 1. Hein, c'est ça ma question. Je veux savoir à quel moment la pente est égale à 1. Donc, je mets ça égal à 1. J'ai juste changé l'ordre ici, mais vraiment, j'ai juste mis ma dérivée égale à 1. J'envoie mon 1 de l'autre côté, ça me donne 50 carrés doit être égal à 2. Je peux me débarrasser de mon carré en faisant la racine des deux côtés. Et évidemment, il faut que je fasse un plus ou moins dans ce temps-là. Et là, je me pose la question, à quel moment est-ce que 50 est égal à plus ou moins 2? Là, on tombe dans notre résolution d'équation. Vous avez remarqué, dans cette vidéo-ci, on a parlé juste des dérivés. On n'a pas vraiment utilisé tant que ça les rappels un petit peu, mais dans le rappel, le cœur du rappel, c'était de la résolution d'équation. Bien, ça va être, mais qu'on fasse de l'application que ça va être important. Ça va particulièrement être important. Donc ici, comment je fais pour trouver à quel moment 50 est égal à plus ou moins racine carrée de 2? Vous n'avez même pas arc 50 sur votre calculatrice. Ce qu'il faut faire, c'est l'écrire en cosinus. 50, c'est 1 sur cos. Donc 1 sur cos est égal à plus ou moins racine carrée de 2. Et là, ce que je peux faire, c'est que des deux bords de l'égalité, je peux changer mes numérateurs et dénominateurs de place, ce qui va ramener mon cosinus en haut. Ma racine va se ramasser en bas. Donc j'arrive à, il faut que cosinus soit égal à plus ou moins 1 sur racine carrée de 2. Une autre manière qu'on peut l'écrire, ça, 1 sur racine carrée de 2, si je multiplie par racine carrée de 2 en haut et en bas, je vais arriver à cette expression-là ici. Cosinus de x est égal à plus ou moins racine carrée de 2 sur 2. Ça s'appelle rationaliser la racine. Donc, ici, je veux résoudre cette équation-là. Donc là, on est carrément dans le rappel, il faut résoudre cette équation-là. En fait, j'ai un plus ou moins ici. Donc vraiment, j'ai deux équations à résoudre. J'ai cosinus de x est égal à racine carrée de 2 sur 2 et cosinus de x est égal à moins racine carrée de 2 sur 2. Pour ce faire, on peut aller voir carrément dans le cercle trigonométrique. Donc, vous allez avoir accès à votre cercle trigonométrique à l'examen. Je vais le mettre dans les feuilles. Vous pouvez le trouver dans vos feuilles Moodle en haut, dans les documents du généralité du cours. Donc, ici, vous allez voir que le cercle trigo va vous donner pi sur 4 et 7 pi sur 4. Supposons ici que vous n'aviez pas vu que ça, en rationalisant la racine, là, que ça donnait ça, et que vous étiez pogné là et que vous le cherchez dans le cercle trigo puis vous ne le trouvez pas. Vous auriez pu faire arc cos de cette valeur-là. Mettons qu'on y va avec la valeur positive. Si vous auriez fait arc cos de ça, vous auriez obtenu pi sur 4. Hein? Pi sur 4, même affaire que dans le cercle trigonométrique. Et pour avoir votre deuxième réponse, il aurait fallu que vous utilisiez la propriété qu'on a vue. Dans le cosinus, vu que c'est vertical, on a l'angle ici qui va faire ça comme ça. Donc, on va avoir notre pi sur 4 et on va avoir aussi notre 2pi moins pi sur 4 qui va nous donner notre 7 pi sur 4 ici. Et vous allez remarquer que ça, c'est dans, si vous faites votre petit diagramme, vous allez remarquer que ça, c'est dans le premier cadran. Ça, c'est dans le quatrième cadran. Et nous, notre réponse, à cause que l'intervalle nous était limité entre 0 et pi, donc cadran 1 et cadran 2, cette réponse-là ici, vraiment, est hors domaine. Okay? Et c'est aussi la raison pourquoi je ne fais pas le plus 2pi n qu'on faisait, là, rajouter les tours de 2pi. Je suis dans un demi-tour ici, même si je rajoute des tours complets, je vais pas être entre 0 et pi. Donc, je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter ici avec l'ajout des tours comme on avait fait dans le rappel. Par contre, si mon intervalle ici, ça n'avait pas été entre 0 et pi, mais ça avait été, mettons, entre 0 et 10 pi, là, il aurait fallu que je rajoute des tours jusqu'à temps que je couvre tout cet intervalle-là ici. Rajoute et enlève. Hein.
Si on fait le cos de moins racine carrée de 2 sur 2, encore là, supposons que vous n'aviez pas vu que c'est dans le cercle trigonométrique, peut-être parce que vous l'aviez laissé comme ça, avec la version négative. Vous auriez pu faire arcos et utiliser la propriété pour aller chercher la deuxième solution. Pas de problème. Si vous avez vu que c'est dans le cercle trigo, ben vous allez trouver 3pi sur 4 et vous allez trouver 5pi sur 4. Et encore une fois, 5pi sur 4, donc c'est quoi ces réponses-là? Maintenant, c'est ici, vu que c'est dans le négatif, cosinus, dans mon cercle trigo, je suis dans les cadrans 2 et 3. Donc ça, c'est ma réponse dans le cadran 2. Ça, c'est ma réponse dans le cadran 3. Mais essentiellement, il y a juste celle-là dans le cadran 2 qui est dans le bon intervalle. Donc 5pi sur 4, en gros, ça a dépassé pi. Hein? La version 5 peut-être de ce que je suis en train de dire, c'est 5pi sur 4, c'est plus grand que pi. Alors que 3pi sur 4, c'est effectivement entre 0 et pi. J'ai pas besoin de rajouter mes tours parce que sinon, je vais être sorti de mon intervalle de toute façon. Donc ça, c'est mes deux réponses. Ça, c'est les deux endroits à laquelle c'est les deux endroits où la tangente est parallèle à la droite qu'on a ici. Tangente de ma fonction f de x. Ici, on nous demandait à quel point, donc il faudrait la coordonnée x et y. Ce que je vais faire pour aller vous montrer c'est quoi la coordonnée x et y, c'est que je vais aller dans le graphique. Donc ici, je suis sur Desmos. En rouge, vous avez la fonction f de x. Et en bleu, vous avez essentiellement toutes les droites qui sont parallèles à la droite qui nous était donnée, qui était y est égal à x moins 0.57, quelque chose comme ça. Donc en bleu, c'est toutes les droites qui sont parallèles à cette droite-là. Et on peut voir qu'effectivement, ici, au point pi sur 4, et si je clique dessus, on peut voir que c'est le point pi sur 4, et en y, la coordonnée, c'est 0.215. À ce point-là, ma pente parallèle correspond à ma tangente, à ma fonction. Donc ça, c'est mon premier point qui est ma réponse. Et j'en ai un deuxième. Si je bouge ici jusqu'à temps que je touche ma fonction, j'en ai un deuxième ici, qui est à 3pi sur 4, qui est ce qu'on avait trouvé ici. Et si je vais aller voir c'est quoi la coordonnée en y, c'est quoi le point vraiment, si on veut la coordonnée x et y, bien, on a la coordonnée x qui est 3pi sur 4 qu'on avait trouvé. Et en y, ça va être moins 3.356. Donc ça, c'est vos deux réponses. Vu qu'on demandait le point, il va falloir mettre la coordonnée au complet ici et la coordonnée au complet pour celui-là ici aussi. Donc ça, c'est vos deux réponses. Donc, c'est ce qui conclut la dérivée de ces quatre fonctions trigo-là, sin, cos, tan, sécante. J'espère que vous avez bien suivi, que vous avez essayé par vous-même certains des numéros avec mes explications. J'espère que le sécante, vous avez bien compris le principe de l'intérieur qui est répété deux fois. Donc, pratiquez ça et à la prochaine!